l'une des dernières tables rondes de cette édition 2018 des Utopiales, qui s'intitule « Penser le corps féminin en situation de handicap ». Il est vrai que le handicap prend plusieurs formes. Il peut être physique, il peut être sensitif, il peut être mental sous différentes formes, et il peut être aussi visible et invisible. Et dans le cadre de cette conférence, l'idée était venue de parler du corps féminin et du handicap, parce que le handicap et la femme est quelque chose qui, selon certains, fait extrêmement défaut dans la représentation, qu'elle soit en science-fiction, qu'elle soit dans d'autres types de littérature ou de médias. Et autour de moi, j'ai 3 invités de marque qui vont essayer de discuter autour de ce sujet. Tout d'abord, à l'extrémité, juste en face de moi, Jana Demat, qui est auteure de science-fiction, autrice de science-fiction, excuse-moi Jeanne, je pense que c'est le stress. Autrice de science-fiction qui s'intéresse, dont un des derniers ouvrages, clôt la saga de l'héritière, si je ne me trompe pas, qui est également la directrice artistique des Utopiales, à qui on doit toute la programmation de cette table ronde, entre autres choses. À côté d'elle, nous avons Antonio Casilli, qui est enseignant-chercheur à Paris Tech, aussi chercheur associé au centre Edgar Morin de HESS, et qui s'intéresse, entre autres choses, au corps et à la relation que celui-ci a avec le numérique, ou peut avoir avec le numérique, sur, entre autres choses, le handicap, mais aussi la forme d'automatisation et d'autonomie qu'on peut en dégager. Enfin, nous avons Baptiste Bogliu, qui est auteur à la fois de chroniques de vie de sa vie, une autre vie, celle de médecin généraliste et ancien médecin urgentiste, et qui a publié « Mille et une vie », alors voilà, « Mille et une vie aux urgences », ainsi que des chroniques qui continuent à compiler sur son blog qui s'appelle « Alors voilà », qui essaye de réconcilier les médecins et les patients. Alors pour moi, ma première question, quel est le rapport entre la femme et le handicap pour vous? Est-ce que c'est dans la représentation sociétale, dans la représentation littéraire, par exemple pour toi, Jeanne? On va commencer par toi. Pourquoi l'intérêt de cette table ronde pour toi, et pourquoi cela te paraît important? Alors déjà parce que je souffre personnellement d'un handicap invisible, qui est la fibromyalgie, et qui est une maladie qui, grosso modo, transforme l'univers en douleur, on va dire. Alors elle est plus ou moins forte, elle est plus ou moins présente. L'esprit s'occupe et elle disparaît, et puis elle revient, et puis elle peut vous mettre plus bas que terre, celle-là. Du coup, l'invisibilité de mon handicap m'invisibilise doublement, en tant que femme handicapée, si vous voulez. C'est vrai que quand vous me voyez courir dans la Cité des Congrès, vous ne pensez pas automatiquement que peut-être il va falloir me laisser votre place si je tombe. Assise dans le métro, hein, vous voyez, parce que j'ai quand même l'air d'une femme dans la force de l'âge, et voilà. Le fait est que c'est comme ça, parfois, je n'ai plus aucune force pour rien, et surtout pas mentale. Dans la littérature, je n'ai rencontré aucun modèle réel, aucune représentation qui me permettait de définir le handicap de façon fictionnelle. Des héros handicapés, on en a pas mal dans la science-fiction, d'une façon ou d'une autre. Ne serait-ce que le professeur Xavier, pour commencer, celui-là on le voit bien, ou des handicaps invisibles aussi. Alors je pense à Ander, de la stratégie Ander, qui est clairement dans la sphère Asperger. Alors là, j'affirme parce que j'en ai discuté avec Orson Scott Card et qui l'a confirmé. Pour moi, d'autant plus son alter ego, Bean. Alors là, on est dans un degré d'autisme encore supérieur. Voilà.
j'ai eu, en tant que directrice artistique de ce festival, envie de parler avec tout le monde et avec des spécialistes de comment est-ce qu'on pourrait penser les femmes handicapées, à la fois fictionnellement et réellement. Et moi, d'enchaîner en proposant une vision différente qui est, si l'on veut, plus abstraite parce qu'elle est ancrée plutôt dans mon activité de recherche. Donc les thématiques m'intéressent, autant la thématique du corps féminin que la thématique du corps en situation de handicap m'intéressent parce que c'est des thématiques que j'ai abordées dans mes enquêtes. Par exemple, dans mes enquêtes sur les usages en ligne, sur comment les gens construisent des communautés en ligne, pourquoi et orientés vers quoi. Et bien là, on se heurte très vite, malgré évidemment une certaine rhétorique qui est encore malheureusement très présente, selon laquelle les usages numériques nous mettent dans une situation d'abandon du corps, d'adieu au corps. Et là, on se trouve au contraire face à des personnes qui à chaque fois se présentent sur Internet, et j'insiste sur le fait qu'ils se présentent sur Internet, ils sont là en créant un effet de présence, mais à chaque fois, elles y viennent avec des défis spécifiques. Et ces défis, parfois, justement, résonnent avec leurs conditions féminines, donc c'est des défis justement à l'inclusion sociale, à l'acceptation sociale, qui sont spécifiques au fait d'être femme, et dans certains cas, des femmes en situation de handicap. Et donc là, il y a évidemment des enjeux de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire différentes dimensions d'une même personne qui deviennent importantes dans l'interaction sociale. Et on doit s'inventer des manières d'être ensemble avec les autres, on doit s'inventer des manières pour se présenter aux autres, justement pour faire en sorte que, par exemple, le handicap ne soit pas la première chose qu'on remarque, surtout dans les cas de handicap visible. Dans le cas d'un handicap visible, effectivement, une personne qui, par exemple, n'a pas un accès à Internet a souvent des situations dans lesquelles elle subit le regard des autres. Parce que le handicap, quand il est visible, est la première chose qu'on voit. Et la première chose qu'on colle en tant que marqueur de l'identité d'une personne. Alors que, par exemple, en créant des médiations numériques, par exemple à travers la parole, à travers le chat, plutôt qu'à travers la visibilité, à travers une vidéo, ou en créant des avatars ou des représentations de soi qui peuvent être textuelles, visuelles, graphiques, etc. Et là, on arrive effectivement à se présenter d'une manière différente et à gérer le handicap ou à gérer les modalités d'accès dans une situation sociale. Alors ça, c'est des situations que j'ai explorées, autant en travaillant justement sur la question du handicap en ligne, autant en travaillant sur des questions qui n'étaient pas vraiment spécifiquement liées à des personnes qui se définissaient elles-mêmes en tant qu'handicapées, mais par exemple avec mes collègues et d'autres chercheurs, pendant des années, j'ai travaillé sur les personnes, sur les femmes surtout, atteintes de troubles alimentaires. Alors, évidemment, ce n'est pas un handicap, et ces personnes-là ne revendiquent pas ça en tant que handicap, mais il y a une situation certainement handicapante. Handicapante, c'est-à-dire que ces personnes-là, donc les personnes anorexiques, boulimiques, atteintes de troubles mixtes par exemple, subissent par exemple des formes de stigmatisation, de formes d'exclusion qui sont du moins assimilables à certaines. Donc voilà, à certaines formes qui subissent les personnes en situation de handicap. Donc voilà, ça c'est des sujets que j'ai explorés, des personnes que j'ai interviewées, des personnes que j'ai observées en ligne, et donc des personnes sur lesquelles et avec lesquelles on a construit un bout de chemin ensemble. Voilà. Toi, Baptiste, du point de vue du médecin. Moi, mon point de vue de médecin généraliste sur le handicap, c'est qu'on n'est absolument pas formé au cours de nos études à gérer cette communauté-là. Alors le handicap féminin encore moins, comme le disait Antonio, puisque le handicap féminin, du coup, est intersectionnellement lié à deux types d'oppression. D'abord le sexisme, de par le genre de la personne, et puis le validisme par rapport au handicap. Et nous, nos études de médecine sont ainsi faites que je ne sais pas si c'est un moyen de protection, un moyen de mettre à distance les émotions qui pourraient nous traverser en tant qu'être humain, mais c'est que tout au long de nos études, on va avoir tendance, et peut-être entre nous aussi on va accentuer cette tendance-là, à réduire le patient, ou la patiente, ici la patiente, à sa pathologie. Par exemple, on va dire la dysthyroïdienne de la chambre 120, et heureusement qu'il y a eu les réseaux pour me mettre du plomb dans la tête, parce que je recrachais ce que j'avais appris, et la première fois que j'ai rencontré
une copine dont la fille est porteuse de trisomie 21 et que je parlais de sa fille trisomique, elle m'a dit non. Elle s'appelle Louise et Louise est porteuse de trisomie. Elle n'est pas trisomique. De la même manière qu'on ne peut pas dire la dysthyroïdienne, parce que la dysthyroïdienne en question, elle a un prénom, elle est mariée, elle a une vie, on ne peut pas la réduire à sa pathologie. Et ça, très souvent dans le milieu médical, on le fait pour tout le monde, mais on le fait particulièrement pour les personnes en situation de handicap. Et ça, c'est très important, je pense, d'intervenir parfois dans les facultés de médecine et de dire... deux choses. Premièrement, ne réduisez pas vos patients et vos patientes à leur pathologie. Et deuxièmement, n'oubliez pas que tous et toutes ici dans cet amphi de médecine, si vous êtes ici, c'est que vous jouissez de privilèges. Ça, c'est statistique, c'est sociologiquement, on le sait, les études de médecine sont parmi les plus clivantes sociologiquement. C'est-à-dire c'est les plus à même de reproduire des situations de reproduction sociale où nos parents ont des privilèges, on a des privilèges. Dire, moi, en tant que médecin, j'ai 7 ans d'espérance de vie en plus que la plupart de mes patients et de mes patientes. Et c'est le cas de tous mes camarades médecins.